Bonjour, aujourd'hui nous recevons Laurence Cristol. Bonjour Madame la députée. Est-ce que vous êtes toujours députée? Et non, toujours. Non, je ne suis vous êtes plus députée. Et non, depuis la dissolution, depuis le soir de la dissolution, je ne suis plus députée. Madame l'ex-députée, alors on peut dire ça comme ça. Donc soyez la bienvenue, nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions depuis 8 ans, tous les mardis. Donc vous êtes déjà venu 2 fois, à chaque fois dans des périodes un peu comment on peut dire, un peu évolutives de votre carrière politique. Tout à fait. La première fois, c'était quand vous étiez à la mairie. De Saint-Clément-de-Rivière, oui. Et la deuxième fois, c'était pendant la campagne, la dernière campagne législative. De 2022, oui. Quand vous avez remplacé allègrement Coralie Dubost. On peut dire ça comme ça? C'était une belle campagne. Bon, vous êtes médecin gériatre à l'Institut du cancer de Montpellier. Oui. Ça n'a pas changé? Non, je continue à travailler. Voilà, donc vous avez gravi les marches de la politique 4 par 4. Vous avez commencé conseillère départementale, dans la majorité départementale PS, donc vous êtes transpartisan. J'étais dans la majorité budgétaire, effectivement, dans le deuxième mandat du conseil départemental. J'ai commencé comme élu municipal. Hein. Vous êtes un peu une migrante politique. Non, j'ai toujours ma colonne vertébrale. Bon. On a toujours agi dans l'intérêt des concitoyens et ça a toujours été la raison pour laquelle je me suis investie en politique. Donc vous avez été élu au conseil municipal, vous avez ensuite été élu maire, vous avez laissé la mairie. Voilà, vous êtes glissé à chaque fois dans les trous de souris. Vous avez démissionné de Saint-Clément le 10 août 2020. Oui. Voilà. 22. Élu 22 2022. 2022, oui. C'était la loi du non-cumul des mandats. Voilà, et puis maintenant, donc vous êtes député, vous n'êtes plus député. Donc vous représentez donc sur la 3e circonscription, la grande circonscription qui va du nord de Montpellier. Du nord de Montpellier et Castelnau, voilà, et jusqu'au Vidourle en fait. C'est les 3 intercommunalités, la métropole, voilà. Le Pic-Saint-Loup et le pays de Lunel. Une partie du pays de Lunel. Voilà, donc avant de passer aux questions, la une du 1088, donc vous êtes raccord avec cette une, s'appelle législative du bleu marine métropolitain. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, 3e circonscription, donc retour de Fanny et écolo vert de rage. Voilà, ça c'est le titre de l'article. Ensuite, un article aussi sur l'avenir politique de l'Occitanie qui se passerait dans le Tarn-et-Garonne. Est-ce que vous le saviez? L'avenir politique de l'Occitanie? Non? Non. Bon, ça vous inspire ou pas trop? Bon, vous savez, je m'occupe de mon territoire, et c'est déjà pas mal. Ensuite, on revient sur une situation qui est un peu cocasse. Le maire de Saint-Jean-de-Védas, qui s'appelle Monsieur Rio, R-I-O, que nous avons reçu aussi une fois ici, qui est du Parti Socialiste, il est rentré en campagne en soutenant Madame Miralles. Vous le saviez? Oui. Bravo. Et ensuite, donc, un article sur le Front Populaire à Montpellier, donc tête à tête ou tête à queue. Voilà, donc pas mal d'articles, entre autres. Alors, Madame la députée. Ex-députée. Oui, mais vous gardez le titre quand même. Non. Non, quand vous êtes plus député, vous gardez pas le titre. Ex-député. Oui, mais non. Quand vous êtes président de la République ou Premier ministre, on vous appelle toujours Madame ou Monsieur le président de la République. Certes. Voilà. Enfin bon, passons. Le 9 juin, les Français et les habitants de la métropole ont placé largement le RN en tête. À votre avis, quelles sont les raisons de cette vague bleu marine? On le sentait venir depuis plusieurs semaines, hein, si ce n'est plusieurs mois. Il y a, je pense, une colère et qui a voulu s'exprimer dans ces élections européennes. Voilà, c'est tout? Non, une colère, une déception, des attentes, la volonté d'exprimer, oui, une inquiétude. Je pense que la population est inquiète et qu'elle a souhaité exprimer par ce vote-là son inquiétude par rapport à l'avenir. Ils vous disent quoi, les gens?
Les habitants, ils sont inquiets pour plusieurs raisons. Ils sont inquiets pour l'avenir parce que je pense qu'on a un contexte international qui légitimement nous fait douter de l'avenir, hein, que ce soit la guerre en Ukraine qui est quand même aux portes de l'Europe, que ce soit le conflit au Moyen-Orient, mais également aussi l'inquiétude pour les générations futures par rapport donc au système qu'on vit aujourd'hui, que ce soit sur le plan financier, économique ou sécuritaire. Donc je pense que les Français sont inquiets. Alors, est-ce que ce RN en embuscade, c'est pas un échec du président? Il avait dit qu'il déploierait toute son énergie pour faire reculer le RN et finalement, inexorablement, il monte. Les extrêmes montent depuis plusieurs années, mais ce n'est pas qu'en France que c'est observé, c'est également dans toute l'Europe. Hein. Donc on sent bien que quand il y a des difficultés, quand il y a des inquiétudes, souvent on imagine se rapprocher des partis extrêmes. Mais prendre des engagements qu'on ne peut pas tenir, c'est pas délicat. Enfin bon, Hollande, il avait dit mon ennemi c'est la finance, il n'a pas tellement œuvré dans ce sens. Emmanuel Macron, il a dit voilà, je vais faire descendre le RN et puis le RN est monté tout le temps. Voilà, c'est inexorable. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur politique de prendre des engagements comme ça? Je pense qu'il a vraiment cherché effectivement à pouvoir contrôler cette colère qui s'exprime aujourd'hui. Les circonstances de ces dernières années ont été particulièrement compliquées. C'est pas pour excuser quoi que ce soit, mais il y a quand même des explications qui sont liées aussi à la crise Covid, aux guerres internationales, aux crises financières et économiques qu'on vit aujourd'hui. C'est difficile de gérer les choses. La France est un beau pays et parfois on oublie aussi les valeurs que l'on porte. Et dans l'Europe, quand on regarde aussi ce qui se passe à l'extérieur, c'est compliqué aussi. En Espagne, en Italie, en Angleterre, la situation est également très compliquée. On est dans une phase, je pense, de notre société où on est face à des enjeux importants de premier plan. Et parfois, on a le sentiment que ça ne va pas suffisamment vite ou qu'on ne tient pas suffisamment bien la barre. Moi, je pense que le président a tenu la barre telle qu'il fallait le tenir. Peut-être pas à la hauteur des attentes, peut-être pas suffisamment. Et c'est pour ça que le Français a exprimé son vote là, mais il a tenu la barre. Parce que là, on va se retrouver avec une chambre... on fait avec au moins 40% des députés Rassemblement National, 40% des députés de gauche Front Populaire. Ça risque d'être ingouvernable. Je pense que le vote des européennes n'est pas à transposer sur le vote des législatives. Et puis toutes les façons aujourd'hui d'imaginer un vote, les sondages ne reflètent pas forcément la réalité des choses. Moi, depuis une semaine, en tout cas, depuis la dissolution, je vois que sur le terrain, on parle beaucoup. Déjà, s'il y a quelque chose qui est important à ressentir aujourd'hui, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, le Français sait que le bulletin de vote qu'il met dans l'urne le jour des élections, il a un poids. Il a une réalité, il a des conséquences. Et ça rapproche, je pense, la population, qu'elle soit, surtout les jeunes aussi, du fait qu'on est un pays démocratique avec des élections au scrutin direct et que donc aujourd'hui, en main, le Français a la vision de la société qu'il veut demain. Le 30 juin et le 7 juillet, on va voter pour celui qui gouvernera la France pendant les prochaines années. Il ne faut pas se tromper de vote. Aujourd'hui, c'est une réalité. Quelle société, quelle France on veut demain? Alors il faut que vous remontiez 3764 voix pour être qualifié au deuxième tour. Oui. Est-ce que vous avez un plan? Et si oui, lequel? D'abord, je suis très optimiste parce que je pense que depuis ces derniers jours, on parle beaucoup. J'ai fait beaucoup de marchés ce week-end, j'ai été à la rencontre de beaucoup d'habitants de la circonscription et je vois à quel point ils ont été surpris par les résultats du vote des européennes et aussi qui s'impliquent de plus en plus dans le choix du vote et du bulletin qu'ils mettront dans l'urne le 30 juin. Moi, je fais confiance aux Français. Je pense aujourd'hui que il y a une vraie réflexion qui se fait court et que les partis aujourd'hui qui sont en lice montrent leur programme, dévoilent leur intention et que le Français a toute sa capacité décisionnelle. Moi, je crois
profondément en sa façon de voir les choses. Et je vois qu'aujourd'hui, il prend vraiment pour lui le programme, il écoute, il entend, il débat. Moi, j'étais hier sur le marché sur le Cress et sur Clapier, et combien m'ont dit, bon là, on va faire la fête des pères, on va parler avec les enfants, on va parler avec les grands-parents, on va parler avec les amis. Peut-être qu'on se disputera, mais c'est bien parce qu'on va parler de ce qu'on veut, comment on voit la France demain. Et moi, je fais confiance à la France de demain. Et je pense qu'aujourd'hui, le Français, il va exprimer le 30 juin la façon dont il va voir la France de demain. Et je pense que le Français ne veut pas d'un vote extrême le 30 juin. Donc vous pensez que vous allez pouvoir renverser la table? Moi, en tout cas, je vais porter la voix de la responsabilité. De la responsabilité, du respect des institutions et de la réalité aussi, et de la clarté. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des partis qui proposent des programmes qui sont totalement incohérents. Oui. Et qui ne peuvent pas être mis en place. Enfin, je veux dire, je crois qu'il faut pas prendre les Français pour ceux qui ne sont pas. Ils savent qu'aujourd'hui, on n'a pas de recette magique. L'argent magique n'existe pas aujourd'hui. On peut faire des promesses, mais les promesses n'engagent que ceux qui les font. Et aujourd'hui, les promesses qui sont faites sont totalement hors sol. On ne peut pas croire ça. Alors moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est la dissolution. Bon, ça fonctionnait plutôt bien. Pourquoi dissoudre? Alors, je ne suis pas dans la tête du président, déjà. Donc, je pense qu'il n'y a que lui qui pourrait répondre à cette question. Je pense qu'il a été... Vous l'avez compris ou... Moi, vous savez, j'étais pas du tout dans cet esprit-là. Depuis 2 ans... Ça fonctionnait quand même. Ça fonctionnait. On a voté 101 lois. 101 lois. En combien de temps? En 2 ans. D'accord. Donc, une loi qui... C'est beaucoup? C'est conséquent. C'est normal, quoi. C'est conséquent. On a voté beaucoup de lois, notamment celle sur laquelle j'étais rapporteur sur le bien vieillir, donc qui a été une loi très attendue, très travaillée, transpartisane, qui a créé le guichet unique dans l'Hérault, qui a permis la création de la carte professionnelle pour les aides à domicile, qui a permis de majorer les mesures pour lutter contre la maltraitance dans les EHPAD. Donc des lois sociétales, des lois importantes. Moi, dimanche soir, j'étais en route pour Paris, parce qu'en fait, lundi matin, je reprenais l'examen en tant que rapporteur de la loi accompagnement des malades et de la fin de vie, et que donc j'étais partie un peu tôt pour pouvoir préparer mes dossiers et continuer à rapporter mes articles, puisque j'étais en plein examen de mes articles. Donc j'étais pas du tout, effectivement, mais comme tous les Français et comme je pense la majorité des parlementaires dans l'idée d'une dissolution. Après, je pense que le président a pris une décision courageuse, elle a été prise, donc acte, et aujourd'hui, la question qui nous pose dans 3 semaines, c'est comment voyez-vous la France de demain? Qui voyez-vous comme Premier ministre? Comment voulez-vous que la politique soit conduite? Qui craignez-vous le plus sur votre circonscription? Fanny Dombreau-Coste ou la candidate RN? Il n'y a pas une question de craindre quoi que ce soit. Moi, j'ai porté mon projet, j'ai toujours le même projet, il ne changera pas. Après, moi, je laisserai, si vous voulez, aux électeurs le choix, et c'est eux qui décideront quelle personne, quelle députée, quelle femme, puisqu'on est 3 femmes, effectivement, dans ces candidatures, souhaitent défendre le territoire et la circonscription pour les prochaines années. Moi, aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, mais ce que vraiment je ne comprends pas, c'est l'alliance de ce nouveau Front populaire. Comment des socialistes, aujourd'hui, ont pu signer un accord avec le Front populaire, avec la France insoumise, avec le NPA, avec Europe Écologie Les Verts? Moi, je travaille depuis 2 ans à l'Assemblée. Je travaille. C'est-à-dire, j'ai des dossiers, j'avais cette loi bien vieillir, j'avais cette loi qui s'est interrompue et qui n'ira peut-être pas jusqu'au bout sur l'accompagnement des malades de la fin de vie. Et j'ai été confrontée à la vision, si vous voulez, de ce groupe parlementaire de France Insoumise qui a mené le chaos, la violence verbale, l'agressivité. On n'était pas dans une démarche constructive, ils ne sont pas constructifs, ils sont destructeurs. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment cette alliance a pu se faire. Parce que donc, contre vous, il y a une revenante, la Fanny Dombreau-Coste, là, qui a poussé Julia Minaca un peu dans les orties, hein. Les écologistes de Castelnau ne veulent pas trop en entendre parler. Est-ce que vous les comprenez? Vous savez, chacun s'occupe de ses affaires. Non, moi, je laisse... Vous avez eu des retours sur ce qui se passe à Castelnau? J'ai eu des retours, bien sûr, sur ce qui se passe à Castelnau. Après, voilà, aujourd'hui, c'est Fanny Dombreau-Coste qui a été investie. Elle est investie le nouveau Front populaire, qui comprend ses formations politiques et les écologies Les Verts, mais également la France insoumise, et c'est elle qui est actuellement en lice. C'est une bonne challenger?
Vraiment, j'avais aucun souci à travailler de façon transpartisane avec des partis républicains. Mais vraiment, je n'ai jamais eu. On a toujours fait des alliances de territoire, des alliances de dossiers. Je vous dis, sur le bien vieillir, on discutait de façon tout à fait satisfaisante avec tous les partis républicains et sur la loi sur la fin de vie également. Mais là, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment Fanny Dombrocos a pu entrer dans cette alliance de circonstances et cette alliance de dupes qui est la NUPES 2. Alors, il y a des gens qui se demandent pourquoi c'est elle. Alors, il y a deux solutions, à votre avis. La première, c'est pour qu'elle parte du conseil municipal, où elle est première adjointe à Montpellier. La deuxième solution, c'est pour vous cibler, parce que vous seriez dangereuse dans l'avenir. Est-ce que c'est possible? Vous lui poserez la question? Ah non, mais attendez. C'est pas moi. Vous n'allez pas voter en tous comme ça. Ah non, c'est pas moi d'y répondre, j'en ai aucune idée. Non, mais si vous avez une idée, vous êtes dans le game, comme on dit, comme disent les jeunes. Moi, je vous dis, pour moi, c'est pas un jeu déjà. C'est pas un jeu du tout. Là, on parle vraiment de l'avenir, de ce qu'on veut pour la France et de la société. Dans le match. Je suis dans le match, oui. Et en fait, je vais vous dire une anecdote. Moi, j'ai toujours considéré que être élu, c'est un mandat, hein, c'est une mission, c'est un CDD. On sait quand le match commence, on sait pas quand est-ce qu'il se termine. Moi, je me suis toujours battue ces 2 dernières années pour que le match il soit à la hauteur des enjeux. Donc, je continue comme ça et c'est tout ce qui m'importe. C'est-à-dire soutenir les dossiers et travailler. Donc vous avez été formé à l'UMP et à LR. Que vous inspire la crise interne du parti pour lequel vous étiez candidate aux législatives en 2017? Eh bien écoutez, moi en tout cas, je trouve que Stéphane Rossignol, qui a démissionné de la présidence des Républicains de l'Hérault, est un homme courageux, que je respecte profondément et qui a une véritable colonne vertébrale. Et ça, ce sont les Républicains que je connaissais auparavant. Donc vous êtes parti au bon moment. Vous êtes parti avant le fiasco. J'ai senti venir effectivement qu'il y avait certains républicains qui partaient un peu trop d'un côté que je ne souhaitais pas. Et comment vous expliquez que les régionaux socialistes, viscéralement anti-NUPS, se soient ralliés si vite au Front populaire? Je ne me l'explique pas. En toute sincérité, je ne me l'explique pas. En dehors d'une manœuvre politique et électoraliste, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas parce que la France insoumise ne défend pas les valeurs de notre République, de liberté, égalité, fraternité et laïcité. Le positionnement de la France insoumise ces 2 dernières années, notamment sur certains conflits, est inacceptable. On ne peut pas soutenir. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas soutenir ni comprendre. Donc, en l'absence de candidats républicains contre vous, est-ce que vous êtes la candidate de l'arc républicain contre les extrêmes? Je suis la candidate de la responsabilité du centre, oui, effectivement. Au cas où vous ne seriez pas admise à participer au deuxième tour, est-ce que vous voteriez pour qui, au fait? Si vous pensez pas, moi je ne joue pas le deuxième tour, je me présente. Non, mais au cas où. Non, mais au cas où non. Sinon, je ne serais pas là. Je serais pas là depuis 8 jours à avoir décidé de me représenter parce que je pense que j'ai beaucoup de travail à faire et que j'ai envie de continuer et à me battre depuis 1 semaine pour cette candidature et aller déjà sur les marchés, tracter. Tout est prêt et j'y crois vraiment. Et je pense que je peux être au deuxième tour sans aucun problème. Je reviens à ma question. Je lâche rien. Ce sera plutôt NUPES 2 ou la vague bleu marine? C'est l'électeur qui décidera. C'est le Français qui décidera. Deuxième tour pour vous, si vous n'êtes pas qualifié. Je serai qualifié au deuxième tour. La question ne se pose pas. Je vais la poser une 3e fois. Non, mais je lâche pas la barre. Je suis sur un bateau dans la tempête. On est tous dans un bateau dans une tempête. Et je tiens mon cap et je serai au deuxième tour. Bien sûr. Parce que je pense vraiment que c'est moi qui abandonne alors. Oui. C'est pas vous qui répondez. Donc de nombreux maires, Yvan Pelé, Laurent Jaoul, Renaud Calvin, ont refusé d'être suppléants de Fanny Dombrocos. Comment comprenez-vous ces gestes? Vous avez des informations de premier plan. Écoutez, je ne sais pas s'ils l'ont effectivement refusé. Si, ils ont refusé. Oui, j'ai des informations. Laurent Jaoul, effectivement, l'a tout à fait exprimé. Les autres maires, j'en ai pas la certitude et j'en ai pas l'information. Mais quoi qu'il en soit, s'ils ne sont pas acceptés de rentrer je pense que c'est pas forcément la même raison pour chacun d'entre eux.
Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si c'est pour ne pas rentrer dans cette alliance du dupe qui est le nouveau Front populaire, moi ça me va très bien et je respecte complètement. En sous-main, là, vous les avez retournés, c'est ça? Bien sûr que non. Non, je joue pas, moi, vous savez, non, je joue pas. Je plaisantais. Je joue pas. Après, moi, je fais confiance et je pense sincèrement que les gens ont leur propre façon de sentir les choses, de voir les choses et leur propre conviction. Hein. Moi, je suis impressionnée, je vous assure, sur les marchés. D'abord, par le fait que tout le monde est intéressé. Moi, j'ai parlé à des jeunes, j'ai parlé à des moins jeunes, j'ai parlé à des hommes, des femmes, inquiets, pas inquiets, sûrs de leur choix, pas sûrs de leur choix, mais en tout cas qui avaient envie de parler de leur vote et surtout qui sont très informés. Je pense qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point, on n'imagine pas à quel point les citoyens sont informés, au courant et totalement investis dans ce qui se passe actuellement sur notre plan politique. Vraiment. Donc comment faire campagne aujourd'hui dans un scrutin national où pour la première fois la tripartition ne tourne pas à l'avantage des modérés? Quelle est la stratégie? Parler vrai, de bon sens. Moi je suis profondément persuadée qu'en parlant vrai, en respectant l'interlocuteur, en respectant le citoyen et en étant clair dans ses convictions et son positionnement, je pense qu'on peut porter cette voie-là. Et je la porte. Est-ce que vous accordez du crédit aux révélations du quotidien Le Monde au sujet d'Emmanuel Macron qui a dit je prépare ça depuis des semaines, je suis ravi, j'ai balancé ma grenade dégoupillée entre les jambes. Vous la connaissez? Oui, j'ai lu cet article. On va voir comment ils s'en sortent. Ça me semble pas cohérent. C'est pas le président que j'ai rencontré. Je pense pas que ce sont des paroles qui puissent être entendues par un président. Non, je pense pas. Sincèrement, je le pense pas. Après, beaucoup de choses peuvent se dire, hein, mais non, j'y crois pas. Et que pensez-vous du retour de François Hollande pour lequel votre soutien Jean-Pierre Grand avait voté lors de la primaire du Parti Socialiste en 2011? Ces derniers jours, je vois beaucoup d'opportunisme politique. Est-ce qu'il y a du fond derrière? Je ne sais pas. Et puis, je vous rappelle qu'il a été investi par le nouveau Front populaire. Comment sont vos relations avec lui? Avec François Hollande? Non, avec Jean-Pierre Grand. Avec les deux, peut-être. Avec Jean-Pierre Grand, elles sont empreintes d'un profond respect. D'accord, et avec François Hollande? Je ne le connais pas. Vous l'avez jamais rencontré? Vous l'avez jamais rencontré? Non, du tout. Malgré votre situation délicate, vous êtes la seule députée Renaissance à pouvoir être élue. Êtes-vous le rempart languedocien contre le RN et la NUPES 2? On verra ça le soir du 7 juillet. Mais quoi qu'il en soit, je pense que... Moi, ça fait 2 ans que je suis élue sur cette 3e circonscription de l'Hérault. C'est des communes qui sont du Lunélois, dans la Garrigue, dans la campagne, jusqu'aux communes proches de Montpellier et une partie de Montpellier. Je parle avec beaucoup de citoyens. J'ai cherché vraiment à essayer cette courroie entre le national et le local. Je pense que les gens ont aussi envie de connaître et de parler à celui qui les représente en national. J'ai vraiment cherché à porter cette voie-là. J'ai continué à travailler également. J'ai vraiment cherché à montrer qu'on pouvait faire de la politique en restant avec sa colonne vertébrale et en essayant de porter à la fois les dossiers du territoire et également faire le lien avec l'Assemblée. Avec l'Assemblée, j'ai reçu beaucoup d'écoles, j'ai reçu beaucoup de classes, j'ai reçu beaucoup d'associations, j'ai fait pas mal de réunions sur la circonscription, vraiment pour montrer qu'on pouvait effectivement avoir cette double fonction qui est celle du terrain et des lois à l'Assemblée. Si Miralles et Vignal sont dans les choux, d'après les chiffres, c'est compliqué pour eux. Est-ce que vous seriez intéressé de prendre le leadership présidentiel dans le département? D'abord, je ne pense pas que Patricia Miralles ou Patrick Vignal soient si dans les choux que ça. Comme je vous l'ai dit, les chiffres des européennes ne vont pas refléter les chiffres des législatives. On parle d'un scrutin européen et là on parle d'un scrutin national. Patricia est secrétaire d'État aux anciens combattants. Elle a beaucoup travaillé également sur sa circonscription. Patrick est élu depuis de très nombreuses années. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils sont dans les choux. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, on a
un objectif qui est quand même demain, qui est que le 30 juin et le 7 juillet, on va vraiment voter pour la France qu'on veut demain. La France et le gouvernement qu'on veut demain. C'est la première étape, c'est une étape importante. Après, on verra. Autre question, là. Vous étiez à LR, vous êtes passé à Renaissance. Si ces élections enterrent un peu le parti présidentiel, est-ce qu'on vous verra bientôt à Horizon? Vous savez, j'ai toujours gardé les mêmes convictions. Il se trouve qu'à un moment, Renaissance les portait plus que le LR et je me ressentais très bien dedans. Je me ressens toujours très bien dans Renaissance. L'avenir nous dira ce que deviendra Renaissance, mais pour l'instant, Renaissance, c'est Ensemble pour la République déjà. L'investiture, là, aujourd'hui, elle est Ensemble pour la République. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Les mots ont un sens aujourd'hui et je suis très bien dans cette partie-là. La mairie de Saint-Clément, la page est tournée? Je suis toujours élue municipale. J'ai un conseil mercredi soir. Et là, quelles sont vos relations avec la nouvelle maire? Le nouveau maire. C'était mon ancien premier adjoint. Voilà. Il vous soutient? Il faudrait lui poser la question. Non, mais vous pouvez me le dire. Je suis pas... Est-ce qu'il me soutient ou pas? Je suis pas sûre qu'il me soutienne. Vous savez, quand on est élu dans un conseil municipal, c'est toujours compliqué. Moi, quand j'ai démissionné de la mairie de Saint-Clément-de-Rivière, j'avais une vision de ma commune, j'avais une vision du conseil municipal qui était une continuité, si vous voulez, dans la fonction et également dans la façon de voir l'avenir de ma commune. C'était pas tout à fait la même que la sienne, donc c'est la raison pour laquelle il a été élu aujourd'hui, hein, puisque il est aujourd'hui le maire, donc voilà. Il a fait combien le Rassemblement national à Saint-Clément-de-Rivière? Pas énormément. C'est vrai? Oui. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Merci à vous. Et je vous souhaite une belle invitation. journée. Bonne journée à vous.